Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. Bienvenue sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. L'Info Mayo, 5e et dernier épisode, c'est parti. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 5e et dernier épisode de l'Info Mayo. Au cours des 4 derniers épisodes, nous avons élucidé le mystère de la création de la mayonnaise. Nous avons vu que cette mayonnaise était issue directement de la sauce rémoulade, mais nous avons également vu que les cuisiniers s'étaient très probablement inspirés d'une méthode pharmaceutique pour élaborer cette fameuse mayonnaise, sauce émulsionnée, froide, stable. Comment la mayonnaise a évolué au cours des 19e et 20e siècles, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous voici donc au 19e siècle avec notre sauce mayonnaise qui s'est plus ou moins fixée en tant que sauce émulsionnée, froide, stable à base de jaune d'œuf. Tout au long du 19e siècle, la sauce mayonnaise demeure une sauce tout de même très luxueuse. Elle est associée à des plats particulièrement somptueux, que ce soit le homard, la sole ou le saumon ou le chapon. Il faudra finalement attendre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et la démocratisation des matières grasses pour que la mayonnaise entre véritablement dans la culture populaire. Et d'ailleurs, la mayonnaise commencera à être associée aux pommes de terre frites environ dans les années 1910-1920. Nous sommes maintenant au XXe siècle. La mayonnaise est démocratisée, les matières grasses coûtent beaucoup moins cher, on réalise des huiles à partir de coco, à partir de tournesol, à partir d'arachide. Ces huiles coûtent beaucoup moins cher. Elles permettent de réaliser non seulement des fritures bon marché, mais également des sauces à base d'huile bon marché et donc de la mayonnaise bon marché. Maintenant, la mayonnaise, au même titre que le ketchup, entre véritablement dans la culture populaire. Et c'est ce que nous allons voir avec notre diététicien préféré, Serge Peters. Et alors là, nous surprenons le diététicien en plein travail. Mais bonjour Serge! Pierre, bonjour. Ah, dis, je suis vraiment super content de t'accueillir ici sur notre chaîne L'Histoire à pleines dents. Je suis particulièrement content parce que tu es un diététicien et quand on fait l'histoire de l'alimentation, évidemment, avoir l'avis du diététicien, c'est fondamental et je crois que d'ailleurs que nous allons nous retrouver assez régulièrement dans la suite. Chose absolument extraordinaire, c'est que ta toute première formation, ça a été une formation de cuisinier. Lorsque tu as décidé de passer le pas de la cuisine à la diététique, apparemment, et on était, il faut quand même le dire, on était il y a une trentaine d'années, apparemment, Au moins. même un petit Oui. peu plus d'une trentaine d'années, apparemment, ça n'a pas vraiment plu à tout le monde dans la profession. Non, effectivement, j'avais 14 ans à l'époque et je me destinais déjà à la cuisine, mais avec un intérêt pour la science de l'alimentation. C'est de savoir, de comprendre un petit peu pourquoi le lait se transforme en fromage, comment on faisait passer du raisin au vin. Et alors, ce qui me passionnait aussi, c'était la cuisson de la viande. Sans imaginer qu'un jour, j'allais m'intéresser à l'histoire de la mayonnaise également. Donc, finalement, ça. Et quand j'ai annoncé ça à mes professeurs et aux endroits de stage où j'allais, que je voulais faire la science et surtout la diététique, j'ai été considéré comme un traître. Mais les temps ont bien changé, car finalement, maintenant, ils viennent tous vers moi pour me dire que j'avais raison et j'avais fait le bon choix un peu avant eux. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu es diététicien, mais tu es en plus spécialisé dans la diététique du sport et d'ailleurs, tu coaches même des grands sportifs. Oui. Et je sais que tu es très attentif, pas uniquement aux performances des sportifs, mais aussi à leur bien-être et à leur plaisir de manger. J'estime toujours que effectivement, la performance vient par ce que l'on va manger et que la meilleure éducation, c'est de réaliser avec eux des recettes savoureuses, appétissantes, performantes, qui vont être bien pour leur
performance, mais également pour leur santé. Et s'ils sont plus longtemps en bonne santé, eh bien, on peut espérer qu'ils auront une belle carrière et certaines carrières plus longues. Justement, est-ce que tu leur conseillerais à tes sportifs une bonne petite mayonnaise? Ah, tu connais mon principe de la diététique. Tout est une question de quantité et de fréquence. Donc, oui, la mayonnaise, mais avec de bonnes huiles. Et de la faire soi-même maison, parce qu'en plus, ça travaille un petit peu le poignet, le bras. Donc, c'est également un entraînement. Donc, moi, je la favorise effectivement. C'est une excellente manière de manger de bonnes huiles. Eh ben, ça, je n'aurais pas pensé. Moi, je me disais peut-être un peu naïvement, bah non, quand même, un sportif de haut niveau, non, pas trop de graisse, quand même, régime strict, etc. Donc, pour toi, il n'y a pas de souci, tant que c'est une petite dose. Allez, une petite dose, c'est quoi Je vais dire, pour moi, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de mayonnaise par plat, ça ne me pose franchement aucun problème. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est que les sportifs, ils ont besoin de graisse. Parce que toutes les cellules de leur peau, toutes leurs cellules qui entourent leurs muscles est constituée de graisse. Donc, il faut de la graisse. D'autre part, les graisses interviennent dans la production d'hormones. Or, un sportif sans hormones, il ne fonctionnera pas. Il sera peut-être là à jouer peut-être à des jeux vidéo, mais finalement, il ne sera pas performant sur le terrain. Et cela donne même parfois ce qu'on appelle un syndrome de surentraînement. Donc, les graisses sont essentielles. Et il y a une aberration dans le monde du sport, c'est qu'ils ont tous envie d'être les moins gras possibles. Alors, ça se comprend parce que, effectivement, 1 kilo à transporter, que ce soit à vélo ou en course à pied, c'est une charge importante. Ça dépense des calories. Mais finalement, quand on n'en a pas assez, le problème, c'est que le corps ne fonctionne pas. C'est comme si dans votre moteur, vous me dites, voilà, effectivement, j'ai besoin d'essence, alors retirez l'huile et vous allez voir, dans 5 km, votre moteur va exploser. Et bien, c'est la même chose chez le sportif. La matière grasse est essentielle. Mais par contre, c'est là qu'il y a de l'éducation et qu'il va falloir apprendre à manger de bonnes graisses. Car toutes les graisses ne sont pas bonnes. Et on voit que malheureusement, on va plutôt aller vers éventuellement tout ce qu'on appelle l'alimentation fast-food, un petit peu occidentalisée, tu sais, avec tous ces biscuits, ces gaufres, ces hamburgers et ainsi de suite. Parfois avec beaucoup de mayonnaise, mais pas spécialement des bonnes mayonnaises, alors que nous, ce qu'on va essayer de favoriser, ce sont les bonnes graisses. On va retrouver dans les poissons gras, le thon, le saumon, le maquereau, les sardines, les anchois, par exemple. Et puis, on va essayer de favoriser aussi les huiles qui vont encore dire de bonnes graisses. Alors, tout le monde connaît l'huile d'olive, mais par contre, on peut aussi choisir de l'huile de colza, de noix, de lin, de camélie. Finalement, il y a pas mal de choix. Sans oublier les fruits oléagineux, qui sont également pourvoyeurs de bonnes graisses dans l'alimentation, sans oublier riche en vitamines, en minéraux. Donc finalement, c'est ça l'alimentation équilibrée du sportif. C'est vrai que quand on fait soi-même une mayonnaise, on sait ce qu'il y a dedans. On utilise un jaune d'œuf, on utilise de l'huile. Dans notre info mayo numéro 1, on avait donné la définition de la mayonnaise et je sais que toi, tu es très, très attaché à cette définition première et tu m'as dit que parfois, dans l'industrie, ce n'est pas toujours exactement ça. Non, effectivement, tu l'as dit toi-même, il faut d'office un jaune pour faire de la mayonnaise, il faut de l'huile, on va mettre un petit peu d'apport liquidien sous forme d'eau, sous forme de vinaigre par exemple, et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Par contre, dans l'industrie, on a besoin de mayonnaise qui tiennent bien, qui conservent longtemps, qui tiennent également quand on va les mettre avec des préparations un peu plus chaudes et ainsi de suite, qui vont convenir finalement à toute une série de préparations. Et pour cela, l'industrie agroalimentaire va bien souvent, malheureusement, utiliser toute une série d'additifs, d'exhausteurs de goût, de stabilisants, de conservateurs et ainsi de suite. Alors qu'une mayonnaise, finalement, ce n'est pas compliqué à faire, même s'il y a plein de croyances sur toutes les solutions ou toutes les situations qui vont faire rater une mayonnaise, mais surtout, on va constater que c'est pas difficile à faire, ce n'est pas cher. Finalement, une mayonnaise maison que vous avez fait vous-même en choisissant vos ingrédients, que vous avez fait avec amour, mais finalement, vous aurez un excellent résultat et tous les autres de la maison seront unanimement d'accord pour vous dire que c'est délicieux. Donc voilà, pour vous faire des amis, faites votre mayonnaise vous-même.
Justement, là, tu parlais d'une chose intéressante. Tu parlais de tous ces mythes, légendes autour de la fabrication de la mayonnaise. C'est vrai on entend dire pas mal de choses. On entend dire que l'œuf doit être une certaine température. On parle également du sel qui doit être mis avant ou après. Allez, comment peut-on démêler le vrai du faux dans tout ça? Alors, je pense que c'est un petit peu comme ton travail en tant qu'historien, c'est de démonter un petit peu tous les mythes de l'histoire, mais également les mythes par rapport à l'alimentaire. En fait, à la base, il faut savoir qu'un cuisinier n'est pas un chimiste, ni un physico-chimiste, et que de manière empirique, il va reproduire des gestes que certains lui ont appris, et parfois sans se poser plus de questions en disant, mais si je fais autrement, est-ce que cela fonctionne ou est-ce que cela rate directement? Et en plus, en cuisine, rater quelque chose est toujours malvenu. Donc, on va se dire, on va directement faire ce qui fonctionne et on ne va pas se poser de questions et on ne va pas gaspiller. Heureusement, il y a pas mal de physico-chimistes de l'alimentation qui se sont posés les bonnes questions pour savoir un petit peu comment démêler le vrai du faux. Et en fait, finalement, toutes ces croyances restent finalement des croyances. Donc, oui, on peut mélanger la mayonnaise dans n'importe quel sens. On n'est pas obligé de suivre le sens horlogique. On peut avoir des ingrédients de différentes températures. Effectivement, ça fonctionne. On peut également, pour les femmes, faire la mayonnaise certains jours du mois sans aucun problème. Ça n'a pas d'impact. Et que même la phase de la Lune n'aura pas d'influence sur la montée de la mayonnaise. Donc, finalement, il faut arrêter de croire tout ce que l'on vous dit. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est d'arriver à avoir le bon geste. C'est effectivement de mettre d'abord l'œuf, le jaune d'œuf. On peut même mettre le blanc, parce que le blanc va donner encore quelque chose d'un peu plus collé, mais également un petit peu plus allégé. Et d'autre part, on va ensuite ajouter un petit peu de liquide, parce qu'il faut de l'eau. Et comme tu l'as très bien dit, lors notamment de la première émission, c'est que c'est une phase aqueuse dans la matière grasse. Et donc, finalement, il faut qu'on ait de l'eau, de l'huile, qui, à la base, ne vont pas se mélanger. Ça fait une vinaigrette. Mais quand on va les mélanger d'une certaine manière avec notamment ce qu'on appelle un tensioactif, qu'on aura dans le jaune d'œuf, qu'on appelle dans ce cas-ci la lécithine. Et la lécithine, qu'on va retrouver dans le jaune d'œuf, mais qu'on peut retrouver notamment aussi dans la lécithine de soja, par exemple, c'est ce que vous rencontrerez souvent dans des produits industrialisés. On va mélanger et on va intégrer progressivement l'huile. Et j'indique bien progressivement parce que le but, ce sera de chaque fois couper en deux les gouttes d'huile que vous allez intégrer. Et si vous mettez toute l'huile en une fois, vous n'arriverez pas à avoir ce mélange. Il faudra beaucoup trop de temps pour essayer et vous y arriverez certainement pas. Donc, il faut bien l'intégrer progressivement. En intégrant également un petit peu d'air. Et donc, le but, c'est vraiment de mélanger. Cet air va faire blanchir un petit peu la mayonnaise. On va voir également que ce mélange va blanchir parce que les gouttes d'huile vont se séparer en toutes petites gouttelettes. Et finalement, c'est ça qui va donner cette émulsion stable et froide. À ne pas confondre avec une béarnaise où là, on est dans une émulsion chaude. Alors, l'histoire, tu racontais aussi le sel. Alors, le sel, ça, ce n'est pas une légende. C'est qu'il vaut mieux saler au départ. Pourquoi? Parce que si vous mettez le sel à la fin, eh bien, que va-t-il se passer? C'est que le sel va absorber un petit peu l'eau qui est autour du grain de sel, et donc vous risqueriez d'avoir éventuellement des petites taches blanches sur votre mayonnaise. Même chose, on va choisir un poivre très finement moulu, de manière à ne pas avoir de points noirs dedans, mais également on va rajouter, et ça c'est le petit truc du cuisinier, un petit peu notamment de piment d'Espelette ou de poivre de Cayenne. Cela va donner ce petit goût épicé. Et alors moi j'adore terminer ma mayonnaise par du jus de citron, parce que le jus de citron va donner justement encore un peu plus de blancheur, un petit goût de peps, et si éventuellement même dans ce cas-là, vous n'avez pas ajouté assez de sel au départ, eh bien vous faites diluer votre sel dans votre jus de citron et vous n'aurez pas les petits points blancs dont je vous ai parlé précédemment. Si après ça, on rate encore notre mayonnaise, je ne sais pas ce qu'il faut. C'est très intéressant ce que tu as dit avec l'huile. Il faut mettre l'huile vraiment au fur et à mesure. Parce que nous, on vient d'essayer une recette d'André Villard où lui, il met tout dans le pot et il mélange tout en même temps, un peu comme le faisaient les pharmaciens d'il y a plusieurs siècles pour fabriquer les onguents. Ouais. Alors, effectivement, comme tu le dis, ça peut marcher, mais moi, j'ai quand même dû touiller pendant 12 minutes et je commençais à avoir un peu des crampes et ça devenait vraiment compliqué. Alors que quand on met goutte à goutte, ben hop,
ça prend tout de suite. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu plusieurs siècles pour qu'on adopte enfin cette méthode qui est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est par empirisme qu'on y arrive et je pense que toutes les inventions culinaires ne sont pas nées de l'invention d'une personne un jour où il s'est dit « je vais développer le pain, je vais inventer la mayonnaise, je vais inventer la bière aujourd'hui ». Et finalement, les grands cuisiniers, c'est un petit peu ça qu'ils font. Ils essayent, ils ratent, ils recommencent, ils innovent, ils font parfois des erreurs et voilà, et finalement, c'est grâce à ça qu'on a finalement toutes ces belles recettes que nous avons à disposition. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur la législation de la mayonnaise? Parce qu'on ne peut quand même pas faire n'importe quoi, je suppose. Hein, et avec toutes ces histoires de mayonnaise allégée, c'est vraiment que la mayonnaise, tout ça. Ah, tu as raison. En fait, il faut savoir que le législateur, dès les années 50, s'était déjà intéressé à la fabrication de la mayonnaise. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens avaient tendance un petit peu à arnaquer le consommateur. Si on met un peu plus d'eau dans la mayonnaise et qu'on le vend au prix de l'huile, eh ben finalement, c'est une belle arnaque, on se fait de l'argent. Donc, le législateur avait bien défini qu'une mayonnaise, ça doit contenir 80% de matière grasse et normalement 7% de jaune d'œuf. Alors, c'est là toujours que ça me fait un peu rigoler quand je vois parfois il est marqué mayonnaise au jaune d'œuf ou mayonnaise au citron. Bon, d'accord, le citron ou à la moutarde, on a bien vu, hein, que c'était pas une vraie mayonnaise avec la moutarde, c'est une moulade. Mais par contre, le fait de ne pas mettre de jaune d'œuf n'est pas une mayonnaise. Donc, quand on dit mayonnaise à l'œuf, c'est un petit peu exagéré. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de temps en temps? En plus, ils vont prendre des jaunes d'œufs un peu plus colorés ou ils vont mettre un petit peu de colorant orange pour vous donner cette impression que cette mayonnaise a vraiment un goût et une couleur plus appétissante qui sera plus jaune orangé. Néanmoins, il faut savoir, Pierre, que ça, c'est une vieille législation parce que l'Europe a quand même changé cette législation. Et donc, l'industrie agroalimentaire est parvenue à nous faire dire maintenant qu'une mayonnaise, ça ne doit pas contenir 80% de matière grasse, mais 70% seulement. Donc, effectivement, s'il y a moins d'huile, il y aura plus d'eau dans votre mayonnaise. Donc, malheureusement, peut-être au détriment du goût. Ça, c'est une première chose. Et puis, d'autres choses, vous allez me dire, mais il existe des mayonnaises allégées. Effectivement. Alors, on ne peut pas parler de mayonnaise allégée, hein, le terme est bien précis, c'est ce qu'on appelle un dressing, une sauce dressing. Une sauce dressing, ça contient 2 fois moins de matière grasse que la mayonnaise ordinaire. Et donc, dans ce cas-là, généralement, on avait dit 80%, et il faut qu'il n'y ait que 40% de matière grasse dans votre dressing. Mais alors, chez vous, comme on est quand même pour le fait maison, comment est-il possible d'aménager ou d'alléger votre mayonnaise? Mais simplement, éventuellement, mettez moitié-moitié de mayonnaise et de yaourt, ou moitié-moitié de mayonnaise et de fromage blanc. Et puis finalement, vous pourriez même faire éventuellement ce qu'on appelle les anciennes mayonnaises, hein, et je crois que tu en as parlé justement, et j'ai ici un petit livre où on me parle notamment, ici c'est la Bible du cuisinier, hein, de la mayonnaise à la russe, et la mayonnaise à la russe est justement allégée par un fond de gelée tiède, notamment une gelée de volaille. Et donc, voilà, finalement, on a différentes manières pour alléger notre mayonnaise, pour que finalement, elle soit bonne, savoureuse, et qu'elle ait quand même peut-être un peu moins de calories pour ceux qui ont besoin de réduire un peu leur quantité. Serge, là, franchement, je suis super content d'avoir eu ton avis de spécialiste, de diététicien, de cuisinier sur notre fameuse mayonnaise. Et je suis sûr que tu as encore plein de trucs super passionnants à nous raconter. Eh bien, Serge, bye bye, à tout bientôt. Merci Pierre, je me replonge dans mes lectures et à bientôt. Ainsi donc, bref, nous voici arrivés au terme de notre série Info Mayo. Nous avons vu comment on est arrivé à cette magnifique, merveilleuse, savoureuse, onctueuse sauce mayonnaise à partir de la rémoulade qui n'était finalement qu'une vinaigrette qui est devenue ensuite un velouté et puis enfin une sauce émulsionnée froide à base de jaune d'œuf. Cette histoire est l'histoire de la recherche d'une sensation de texture, de ce velouté, de cette onctuosité propre à la cuisine classique française des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette histoire est l'histoire de la démocratisation des matières grasses qui a permis de faire de cette sauce très élitiste une sauce véritablement intégrée dans la culture
populaire. Cette histoire est l'histoire d'une industrialisation de cette sauce qui est l'une des plus populaires au monde. Dès lors, je vous dis au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures paléogastronomiques. Prenez soin de vous. Ciao! Frémor a gagné, j'ai dit ketchup.